Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Monsieur François Yameogo, plus connu sous le nom de François Ier, créateur, fabricant de mode. Bonsoir François Ier. Oui, bonsoir. Et merci de venir répondre à nos questions. Et avant toute chose, François Ier, on a envie déjà de comprendre votre titre, créateur, fabricant de mode. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un peu plus? Oui, le créateur, c'est un créateur. Le fabricant de mode, c'est une personne qui dirige une petite et moyenne industrie. C'est-à-dire, c'est un chef d'entreprise. Ah, donc on en sait davantage. Monsieur Yameogo, vous avez fait votre école primaire à Koudougou. Oui. École centre A, nous sommes dans les années 60. Mais très rapidement, vous quittez les bancs pour la Côte d'Ivoire, pour apprendre la couture plus tard, bien sûr. En 1967, donc, vous abandonnez les bancs, vous étiez au CM2. Expliquez-nous ce qui s'est passé en 1967 pour qu'au CM2, vous quittiez les bancs pour vous retrouver en Côte d'Ivoire. Oui, en 1967, vous savez qu'il y a eu un changement de régime en 3 janvier 1966. 1966, le soulèvement populaire. Voilà, moi j'étais presque au CM1. Il s'avère qu'on avait l'impression qu'il y a un sentiment d'injustice. Les parents... pour eux, les Yameogo, c'était plus la peine. Donc, en tant que gamin, on ne comprenait rien. Donc, on n'avait plus envie d'étudier. On dit c'est fini pour nous. Donc, le courage, les motivations n'y étaient plus. Et puis, bon... Ce qu'il faut dire, c'est que c'était la chute du président Maurice Yameogo. Ça a contribué, c'était pas ça, mais ça a vraiment contribué parce que les parents n'y croyaient plus. Et personne ne m'encourageait. Ils disaient, bon, il faut laisser l'école, c'est fini. Voilà. C'est fini pour les Yameogo. Donc, on n'était plus, voilà, l'école n'était plus tellement de l'actualité. Ça fait partie, au fait. Donc, ça veut dire que c'est cette conjoncture, en tout cas ce fait d'histoire, qui a mis un coup d'arrêt à votre carrière scolaire. C'est ça, parce que à son temps, les scolaires, les frais de scolarité, il n'y avait pas de frais de scolarité, il n'y avait pas les cahiers, vous savez, on écrivait avec l'encre. Les cahiers, on nous donnait, tout est gratuit. Mais dès qu'il y a eu le changement de régime, il fallait payer. Les parents n'étaient pas prêts à payer. Les cahiers, tout ce qui suivait. Ils disent que ce n'était pas la peine. Bon, on comprend quoi. Donc, vous savez, au village, hein, ce n'est pas le même raisonnement qu'en ville. Ce n'était pas leur faute, c'était aussi leur façon de penser. Vous quittez l'école? Oui. Donc, pour la Côte d'Ivoire, pour aller faire quoi en Côte d'Ivoire? J'ai un cousin qui m'a amené en Côte d'Ivoire. Vous savez, les cousins, ils venaient dans les villages, ils amenaient les autres frères pour travailler dans les plantations. Donc je suis parti travailler dans les plantations. J'étais destiné à être un planteur. Mais à l'époque, comment le jeune François se sentait dans ces conditions-là? Vous êtes à l'école, CM2, au moment où peut-être vous rêviez de poursuivre, d'avoir le CEP, ainsi de suite. Oui. Bon, subitement, les choses s'arrêtent et vous devez aller en Côte d'Ivoire, oui, dans les plantations. Dans quel état d'esprit vous êtes allé en Côte d'Ivoire? D'abord, quand j'ai laissé l'école, parce que les parents ne voulaient pas payer les cahiers, tout ce qui suivait, je suis venu à Ouaga, j'ai fait les petits boulots. De Ouaga, maintenant que, bon, après les petits boulots, le cousin est venu, il m'a amené en Côte d'Ivoire. Il a dit, au lieu de traîner là, faire les petits boulots, je t'amène travailler dans les champs. Arrivé dans les champs, bon, au bout d'un an, c'était pas trop fait pour moi, je ne supportais pas. Parce que c'était en pleine forêt, il n'y avait pas de village ni rien. Et j'ai demandé à partir, il ne voulait pas. Bon, on s'est bagarré un peu, et puis je suis parti sur Abidjan. Les conditions étaient difficiles? Les conditions n'étaient pas trop difficiles. À l'époque, on n'avait pas... bon, c'est pas la même personne qui est assise devant vous. Et bon, c'était ça s'aimait le riz, s'aimait les cacao, récolter. Bon, il y a des gens qui le font. Hein. Mais seulement, moi, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'apprendre un métier, j'avais envie, voilà, il y avait de faire autre chose. Donc, je suis parti sur Abidjan. À l'époque, il y avait les cars Yacoub Assila, ça ne coûtait pas cher. 600 francs, j'ai pris le car, je suis allé à Abidjan. Donc pour vous, vous pensez que vous n'aviez aucun avenir dans les plantations? Non, ce n'est pas une question d'avenir. Il voulait me donner un champ. Il s'était prévu qu'après 3 ans, il allait aussi m'octroyer un champ. Mais en fait, ce n'était pas fait pour moi. Voilà. Avec 600 francs, vous vous retrouvez donc à Abidjan. À Abidjan? À Djamé. Je suis arrivé à Djamé, il était minuit. Et j'ai demandé à dormir à la gare. J'ai dormi. Le matin, je suis levé, j'ai cherché du travail, je me promenais. Et puis voilà, j'ai eu du travail.
Donc quand vous arriviez à Abidjan, à cette époque-là, vous n'aviez pas de point de chute, il Non, n'y avait pas de non, famille d'accueil. Non, c'était l'aventure. C'était l'aventure, L'aventure. au vrai sens du terme. Vous ne connaissez personne. Arrivé à Abidjan, j'ai dormi à la gare routière d'Agamé. Et le matin, je me suis levé, voilà, et je me promenais comme ça. Je suis parti, j'ai eu quelqu'un, j'ai cherché du travail. Il dit quel travail? Il dit n'importe quoi. Ils m'ont pris à Tikoubé 1. Et je m'occupais un peu de la maison, nettoyage, tout ça. Et puis à partir de là, j'ai fait des économies. Et j'ai été à Treichville, j'ai vu un couturier, un vieux qui était là. Et j'ai demandé à apprendre à coudre, et puis voilà. Et puis j'ai appris à coudre chez lui, à l'avenue 15, vers l'avenue 15, rue 25 Barré. Vous n'avez pas eu peur à cette époque-là, parce que bon, un jeune Burkinabé qui se retrouve comme ça, à Abidjan. Oui, mais je ne connaissais pas Abidjan. Voilà, c'est pour ça. La ville, vous n'aviez pas de crainte? Non, j'avais aucune idée. J'attendais parler d'Abidjan. Il y avait à ce temps un Rochero qui chantait Ma belle Abidjan. Donc je ne connaissais pas la ville. Peut-être si je connaissais la ville, j'allais avoir peur. Mais pour moi, c'était, je voulais aller à Abidjan. Ils savaient que j'allais avoir du boulot. J'allais chercher du travail et puis j'allais travailler. C'était comme ça. Alors la couture à cette époque-là, parce que vous dites vous avez commencé donc à travailler comme un garçon de maison, on peut l'appeler ainsi, avec quelques économies, donc vous partez voir un couturier au quartier. J'ai payé le droit d'apprentissage. Et la couture en ce moment, j'ai eu beaucoup d'influence sur beaucoup de couturiers qui revenaient de l'Europe, comme Jacques Cablan, comme Tidiane, comme Jadi, parce qu'à Treichville, c'était rempli de couturiers. Hein. Donc j'ai regardé les vitrines et tout ça, et je voulais les ressembler. Il y avait aussi à l'époque Emana, notre Emana qui est là actuellement. Emana qui continue dans la formation. Voilà, qui était revenu de la France, qui était à Marcory. Je voyais, mais on ne se connaissait pas. Je voyais son nom dans les magazines, sur Fatenti Matin. Donc je voulais les ressembler. Et puis il y avait aussi la personne qui m'a beaucoup marqué, c'est un moment, Georges Ouedraogo, qui a fait... Le regretté Georges Ouedraogo, voilà, le Gandago national. Qui a fait Bozambo. Et Bozambo, il y avait Ram Ouedraogo qui était l'impresario. Et pour moi, un Burkinabé à l'époque, vous savez, aller en France à l'époque, il fallait être boursier. Il est revenu avec son style jean, avec son chapeau. Donc tout ça, c'était des rêves qui étaient en moi. Alors la couture, donc vous commencez l'apprentissage de la couture. Oui. Mais est-ce qu'à l'époque, en tant qu'apprenti couturier, vous visiez de quoi? Est-ce que vous aviez des revenus? Est-ce que ça vous rapportait quelque chose? Non, apprenti couturier, vous savez que les ateliers à Treichville, d'abord, il n'y a pas assez il y a pas de cette superficie. C'est des ateliers qui ne dépassent pas 30 mètres carrés à 25 mètres carrés. Donc on collait les machines, on dormait dessus, on était au moins 5-6 hein, dans l'atelier. Donc c'est des cours communes, le matin il fallait se battre pour se laver. Mais vous savez, ça va vite. À l'époque, la chance qu'on avait, qu'il y avait une mode qui était venue, qu'on dit les yéyés, les pantalons taille haute avec... sans poche, en dacron. C'était les matières tremblantes. Là. Donc au bout de quelques temps, au bout de 2 mois, 3 mois, on s'est piqué ça. Une fois qu'on s'écoute ça le soir, pendant que le patron n'est pas là, on coupait pour les petits copains du quartier et puis voilà, on s'est fait un peu d'argent. Mais vous étiez convaincu que vous alliez pouvoir, en tout cas, vivre de la couture? Oui. Déjà à cette époque? Oui, j'étais convaincu que le travail bien fait et puis la discipline et puis être honnête, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. C'était ma philosophie, ça a toujours été ma philosophie. Mais jeune Burkinabé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, oui. Est-ce que ça c'était un handicap ou bien pour vous ça ne comptait pas? Abidjan d'avant, Abidjan d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Le Burkinabé n'avait pas les mêmes difficultés qu'ils ont aujourd'hui. Avant, la Côte d'Ivoire, il y avait la prospérité, il y avait tout. Vous savez, il n'y avait pas la délinquance, il n'y avait pas certaines choses qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que ça allait être compliqué. Mais avant, il n'y avait pas ce problème-là. Le Burkinabé était à l'aise à l'époque. En Côte d'Ivoire. On se croyait chez nous parce que n'oubliez pas que le regretté père à son âme, Maurice Amiego, s'était battu pour qu'on ait la double nationalité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc les Ivoiriens, on était plus acceptés qu'aujourd'hui. Donc le Burkinabé en Côte d'Ivoire, à l'époque, il n'y avait pas de souci. Il vivait à l'aise. Il se croyait même chez lui. Donc mais à l'époque, ce n'était pas une école de couture, c'était vraiment un apprentissage sur le tas. Ah non, c'était un apprentissage sur le tas et on regardait. Il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas la théorie, on regarde et puis on doit comprendre.
On doit être intelligent. Il faut regarder comment le maître fait. Le plus souvent, il se cache même pour couper. Il ne veut même pas que vous savez qu'est-ce qu'il fait parce qu'il veut vous traîner des années pour vous avoir des années chez lui. Donc, c'est comme ça. Il fallait vite comprendre. Mais on comprenait aussi avec ceux qui... Il y a d'autres aussi qui étaient là, qui ont fait 3 ans, 5 ans. C'est avec eux on apprenait plus que le patron. Parce que vous donnez les petites tâches à faire, parce que ça fait aussi leur gombo. Et puis, dans ça, vous apprenez. De la Côte d'Ivoire au Sénégal? De la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le comment du pourquoi? Ben, je voulais approfondir mes connaissances parce que c'est au Sénégal qu'il y avait une seule école de couture. Il n'y en avait pas dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Vous n'oubliez pas que le Sénégal, c'était la capitale de l'AOF. Et au Sénégal, il y avait l'école de couture. Je voulais aller au Sénégal pour apprendre. Arrivé là-bas, les conditions ne me convenaient pas. Puis je voyais qu'il n'y avait pas la fantaisie. Il n'y avait pas... moi, je suis beaucoup très fantaisie, très sportswear, très créatif. Je voyais qu'il y avait plus de côté boubou, côté... c'est des choses que je n'aime pas. C'était un peu trop classique pour vous? Trop classique et tout. Moi, je n'aime pas... Mais comment vous êtes arrivé au Sénégal? Et c'était des amis, des voisins qui rentraient. Et puis j'ai dit, moi, je rentre avec vous parce que j'ai envie d'aller apprendre un peu la couture. Je suis parti avec eux. On logeait à Yoff, Ouakam. Et arrivé là-bas maintenant, quand j'ai vu que bon, je ne pouvais pas prendre grande chose, j'ai dit bon, je repars à Abidjan. Je suis reparti sur la Côte d'Ivoire et je me suis installé à Gboville comme tailleur. J'ai loué une machine à coudre au marché, je cousais, je me suis fait un peu d'argent, j'ai ouvert un atelier. Après l'atelier maintenant, je me suis préparé pour aller en France. Pourquoi la France? Qu'est-ce qui faisait que la France vous attirait à cette époque-là? Ah, la France, à l'époque, c'était une vraie... On aimait la France. Vous savez, à l'époque, les magazines... j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans, 19 ans. Entre les magazines Salut les copains, les Johnny Hallyday, les Paul Naref, on suivait tout. On était trop branchés sur la mode française. C'est-à-dire que c'est là où on regardait les magazines pour faire nos modèles, la création, et les jeux d'ascène. Donc voilà, je voulais... on voulait vraiment aller en France. Je n'étais pas seul, j'étais avec un cousin aussi qui rêvait comme moi, Pierre Amigo, paix à son âme, qui était cinéaste. Donc voilà, tous nous deux, on a construit ce projet. Il fallait qu'on quitte Agboville pour la France. Et puis on voyait Ram qui venait. Ram, il est d'Agboville. Ram Ouedraogo actuellement qui dirige le parti des Verts. Des Verts. Quand il revient avec toujours sa paix, avec la cravate et tout, c'est nous. On ne pouvait plus dormir, on voulait aller en France. Vous aviez des étoiles dans les yeux. Mais entre le rêve et la réalité, parce que bon, on ne se lève pas comme ça aller en France, il faut avoir quand même un certain nombre de documents et tout ça pour pouvoir aller en France. Oui. C'était déjà le cas à cette époque. À notre temps, il n'y avait pas de visa entre la France et c'était la Haute-Volta, il n'y avait pas de visa. Il fallait avoir un visa seulement de sortie du territoire. Je suis venu ici. Et j'étais à la sûreté, j'ai fait un visa de sortie du territoire. Après, j'ai été d'abord, on ne peut pas, vous savez, dans une famille avec des valeurs africaines, et on ne peut pas prendre la route, on ne peut pas voyager sans avoir l'approbation des parents, sans qu'on vous donne on appelle ça le bâton de pèlerin. Donc il fallait avoir l'onction de la famille. De l'onction de la famille. Il fallait repartir au village et s'asseoir, expliquer le projet et que la famille se réunisse et puis donne la bénédiction et qu'il te donne le bâton de pèlerin pour partir. Sinon on ne bouge pas. Et la famille m'a donné l'onction, le bâton de pèlerin. Et je suis venu ici, j'ai pris à l'époque un vol de nuit qu'on appelle, c'était pas Air France, c'était UTA, Union des transports aériens français, et je suis parti en France. 1978, donc, vous déposez vos valises... 13 février 78. 78, vous déposez vos valises à Paris. À Paris. Donc, en France. Déjà, expliquez-nous, à l'arrivée, comment... Parce que, bon, vous n'aviez pas d'attache, si on peut le dire ainsi, en France. C'était encore l'aventure? C'était l'aventure parce que j'avais un des copains qui était déjà là-bas, qui est d'Agboville. Donc, je ne l'ai pas prévenu que je partais, il venait. Hein. J'ai pris son adresse et puis je suis arrivé. Vous débouchez chez lui? J'ai débouché chez lui. Il est arrivé, je vais vous raconter une anecdote qui fait rire, que vous savez ici, nous on avait notre style, c'était les vestes avec les épaules, des grosses épaules, les couleurs velours. J'ai cousu ma veste, j'ai passé presque 2 jours à taper ma veste. J'arrive, je prends l'escalator, je vois que je regarde l'habillement de tout le monde, ça ne correspondait pas. J'ai enlevé ma veste,
directement, je l'ai plié, je l'ai mis quelque part parce que ça ne passait pas. Ouais. Arrivé chez le copain, il n'était pas là, il était au travail, j'étais devant chez lui, au hall. Les gens passaient, ils me regardaient avec ma valise jusqu'à il est venu vers 22 h. Et comment se sont passés ces premiers moments-là en France? Est-ce que vous n'avez pas un peu déchanté? Parce que bon, vous étiez là, vous voyez les rames Ouedraogo qui arrivaient, qui vous faisaient rêver. Est-ce que quand vous êtes arrivé là-bas, la réalité ne vous a pas permis de comprendre que la France, ce n'est pas que ça? Oui, d'abord, dès que je suis sorti, parce que c'était à Courbevoie, il habitait, et mon copain, et il y avait un choc pour moi. Avec un taxi, j'ai regardé les immeubles. Je ne voyais pas la France que moi je rêvais dans les magazines où on allait pavillon, les Lyonnais à l'idée, flirtaient, où je vois des immeubles gris. J'ai l'impression que tout est sale. J'ai dit, mais attends, c'est ça Paris, c'est pas possible. Donc c'était compliqué. Je ne voyais pas la beauté que je vois aujourd'hui de Paris. Pour moi, c'était ça, le choc était déjà ça. Et puis voilà, donc c'était pas ça. Et là, vous réussissez donc à intégrer des écoles de formation, des écoles de mode? Non, il fallait d'abord chercher du travail. J'ai eu le lendemain, comme Pierre était déjà, il est arrivé au moins un mois avant moi. Donc lui, il était déjà dans un atelier de couture, lui m'a trimballé en même temps là-bas. À l'époque, il y avait du travail, hein, vous savez, on vient même vous chercher à la maison. Et j'ai commencé, comme je sais coudre, on a commencé à faire des blousons et on est payé à la tâche. Et puis avec cet argent, on s'est dit, bon, Pierre s'est inscrit dans le cinéma. Moi, je me suis inscrit dans la couture, dans une école de couture. Et on travaillait la journée, on partait à l'école à 18 h. On finissait vers 22 h, 23 h, on rentrait chez nous. Vous avez été accepté dans ces écoles sans problème? Oui, à l'époque, dans ces écoles-là, les écoles privées, on paye, il n'y a pas de problème. Même l'université, on s'inscrivait sans problème. Il suffisait de dire que vous avez oublié votre bac en Afrique, vous vous inscrivez. Moi, j'ai fait des études à l'université Saint-Denis, dans la technologie de l'habillement. Je me suis inscrit sans diplôme. À les universités, on s'inscrit sans diplôme. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Mais déjà à cette époque, vous aviez compris qu'il fallait forcément se former, avoir des diplômes. Au fait, je n'allais pas en France pour chercher de l'argent, en fait. J'allais en France pour me perfectionner. C'était un projet. Pierre et moi, c'est pareil. On est parti pour nous perfectionner. Et moi, c'était convenu qu'on partait pour 2 ans. Finalement, on en a fait 40. Donc, on n'est pas parti pour dire, voilà, on s'en va travailler, on s'en va se faire de l'argent. Non. On est parti pour apprendre. On est parti pour la connaissance, les compétences. C'est ça. C'était le projet. Et avec les connaissances, vous êtes recruté par une maison, un grand nom, oui. Maison de couture Sun City, oui. Où vous êtes devenu responsable de production. Oui, mais je peux vous dire que je ne sais pas ce qui se passe parce que peut-être je suis né d'une bonne étoile. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais écrit, je n'ai jamais cherché du travail. Chaque fois, ça passe par une relation et puis moi je travaille. Donc à l'école de modélisme, j'étais avec un Libanais, on était en train de travailler sur du dessin. Il me dit oui, dans l'entreprise où il travaille, on cherchait un modéliste. Je dis mais pourquoi pas? Je dis moi ça me va. Il dit ah bon? Il dit il n'y a pas de problème, il m'a amené là-bas. Et puis j'ai commencé à travailler comme modéliste. À Sun City. À Sun City. Et puis la chance que j'ai, que tout ce que je fais la simplicité dans l'élégance, les petites fantaisies, je ne fais pas des choses très chargées. Et ça plaît beaucoup, ça fait commercial. Et voilà, j'ai eu un renommé. Et après j'étais responsable. Responsable de production? De production. Déjà à cette époque, ça avait commencé à bien payer la mode? Oui, à l'époque, c'est beaucoup. Dans notre domaine, honnêtement, dans notre domaine, on gagne bien sa vie. Mais à l'époque aussi, je croquais la vie, c'est un début. Vous savez, quand vous regardez les péripéties de la vie, après on commence à avoir de l'argent, je vous laisse deviner le reste. Les boîtes de nuit? Les boîtes de nuit, les belles femmes, les voyages, les belles voitures. Voilà. Vous savez, à l'époque, quand on a 3 000 euros par mois, c'est beaucoup. Il n'y avait pas de mal à se faire du bien. Voilà. Mais un jeune avec justement la peau noire, oui. Un jeune burkinabé, oui. C'est quand vous disiez Burkina Faso, bon, Haute-Volta à l'époque, peut-être là-bas, peut-être certains auraient même du mal à situer ce pays-là sur une carte. Oui. Vous arrivez à... Est-ce que ça n'a pas été un handicap pour vous? Non. Moi, jusqu'aujourd'hui, ma peau, il y a des moments, des endroits où j'arrive, c'est un handicap. Un handicap tout simplement parce qu'après, quand les gens me découvrent, ils m'ouvrent les portes. Parce que pour moi, je me suis mis en tête que c'est la culture, c'est les compétences, c'est les valeurs qui fait l'homme. C'est pas la peau. Moi, il y a des endroits où on laisse le blanc et puis on me prend.
Vous voyez, l'handicap qui a été est que c'est le côté culturel, le côté valeur, le côté de mon bâton de pèlerin qu'on m'a donné, qu'il faut être droit, il faut être juste, il faut sourire, il faut jamais trahir. Il faut, alors que je suis dans un monde là-bas où la trahison fait partie de la culture, il y a certaines valeurs qui n'est pas compatible avec mes valeurs. C'est là qui était la souffrance, au fait. 1992, vous lancez votre propre marque, Oui. la marque François Ier. Oui. D'abord, pourquoi François Ier à cette époque? François Ier, parce que c'était François Y. Après, le Y, on l'a transformé en grand I. Et l'ironie du sort fait que, à travers un client, il nous a dit, mais appelez François Ier. Et puis c'est parti comme ça, et les gens ne font pas attention, mais quand vous regardez mon étiquette, c'est François I. Hein. Il n'y a pas premier, il n'y a pas un. Et puis c'est parti comme ça, c'est François Ier, c'est un nom qui m'est collé, et j'accepte, voilà. Déjà à cette époque, en 92, oui, quand vous lanciez cette marque François Ier, oui, quelles étaient vos ambitions? Mes ambitions, moi je suis la personne qui dit que bon, je fais quelque chose. C'est une aventure. Même si, quoi qu'il arrive, j'apprends. Vous voyez, non? Donc, le problème aussi est que dans notre communauté, la communauté où j'étais, on avait l'impression qu'on ne peut rien faire si on n'est pas juif. On ne peut rien faire si on n'est pas blanc. On ne peut rien faire parce que ici, ce n'est pas chez nous. Et moi, je suis la personne qui croit qu'on est capable, on peut aussi faire comme les autres. C'est ça mon problème. Même pour aller à l'école, où j'étais dans la machine à coudre avec certains amis ivoiriens, que ça ne sert à rien d'aller à l'école, tu ne pourras jamais travailler ici, tu ne pourras jamais être modéliste, c'est un métier réservé à certaines élites, certaines personnes, on ne t'apprendra jamais. Après, je suis devenu modéliste. Et quand j'ai voulu être patron aussi, créer ma marque, on m'a dit non, ça ne marchera jamais, parce qu'ils achètent, ils vendent entre eux les juifs, ils ne vont pas payer ton produit, tu vas te casser, ça ne marchera pas. Et moi, j'ai réussi à le faire au milieu des Juifs. 27 rue Notre-Dame de Nazareth, c'est là où j'étais. Donc, le fait de... Parce que je me suis dit qu'on a une communauté, et notre communauté aussi est capable de faire des choses. On ne peut pas être que des suiveurs, on ne peut pas être des gens qui sont là pour les petits boulots. Voilà. Sur quoi étaient fondés vos espoirs? Est-ce que votre cible, en termes de clientèle, c'était la clientèle africaine qui était là-bas à Paris, ou bien qu'est-ce que vous faisiez espérer habiller? Ah non, moi là-bas je faisais les choses européennes, je ne fais pas la ligne que j'ai fait aujourd'hui. Non, c'est deux mondes différents. Moi je travaille selon les tendances, je travaille selon la demande du marché. Je faisais des manteaux, je faisais des robes, je faisais des blousons. Je ne fais rien qui... L'Afrique n'était pas dans mes calculs. Parce que pour moi, il faut faire du chiffre d'affaires. Quand vous avez un loyer qui vaut 3 000 €, vous avez du personnel, il faut faire du chiffre. Mais la difficulté en la matière, parce qu'on s'habille aussi pour se distinguer des autres. Quand quelqu'un porte, je ne sais pas moi, les grandes marques européennes, oui, ben quand on passe, on regarde. Mais à l'époque, François Ier, bon, personne ne vous connaissait, c'est une nouvelle marque que vous lancez. Qu'est-ce qui vous fait croire que bon, voilà, quelqu'un va venir acheter du François Ier? Oui, la mode en France est beaucoup segmentée. Vous avez la haute couture, vous avez le prêt-à-porter de luxe, vous avez le prêt-à-porter simple, vous avez la confection, vous avez la mode bas de gamme. Donc c'est à vous de vous situer dans une mode pour une clientèle bien définie. Moi, quand j'ai lancé la marque, j'ai situé la marque dans une clientèle un peu comme un Détroit, comme Camailleux, parce que je regarde aussi comment positionner ma marque. Donc ma marque c'est une clientèle de la secrétaire de direction, la femme, l'employé. Donc celui qui va payer cher Yves Saint Laurent, il ne viendra pas chez moi. Donc j'ai fait une ligne de distribution, de la grande distribution. Ça n'a complètement rien à voir. Donc dans la grande distribution, il y a la marque, c'est vrai, il y a le nom, mais ils s'en foutent complètement du nom. Ce qui les intéresse, c'est la qualité et le prix et le chiffre d'affaires qu'ils vont faire avec vous. Donc, que ce soit vous êtes noir, vous êtes blanc, vous amenez votre produit, que le produit est de qualité, que c'est bien fini, c'est bien fait, qu'ils savent qu'en achetant 500 robes avec vous, ils vont vendre, ils achètent. Est-ce que la mayonnaise a tout de suite pris? La mayonnaise a pris, pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'ai débuté dans la maille. La maille, c'est tout ce qui est chaîne, et la maille, c'est tout ce qui est, je ne sais pas si vous voyez, un peu extensible. Je faisais des choses sexy, des body, des choses près du corps, et c'était la tendance. Quand vous avez un moment où c'est la tendance, à partir du moment où c'est la tendance, la demande est forte.
Et à l'époque, la Chine n'était pas dans l'OMC. Donc, il n'y avait que des gens qui venaient avec la matière première qui faisaient des quotas. Donc, la matière première était rare. Une fois que vous dénichez, vous trouvez la matière première, que vous faites des beaux modèles, ça marche. Parce que la demande était forte. Donc, il n'y avait pas de souci. Donc François Ier s'en sortait bien à Paris. Je m'en sortais bien, j'ai même ouvert 4 boutiques. 35 ans de vie en France. Oui. Vous décidez de rentrer au pays. Oui. Pour quelqu'un qui avait du succès comme ça en France, Oui. Qu'est-ce qui vous ramène au Burkina? Est-ce que c'est le mal du pays? Oui. Parce que, bon, économiquement, vous n'aviez pas de raison de revenir au Burkina. 35 ans après, vous revenez à la maison. Pourquoi revenir à la maison? Et je pense que le début, je vous ai bien dit que je ne suis pas parti pour chercher de l'argent. Je suis parti pour... Vous étiez parti pour 2 ans, vous nous avez dit finalement vous avez fait 40. J'ai fait plus, mais c'était pour ne pas chercher de l'argent. Donc, ça veut dire qu'à la base, j'ai bien dit que je pars, je reviens. Ce n'est pas pour chercher de l'argent. Et deuxièmement, arrivé à un certain moment dans la vie, on fait un choix. Il y a la qualité de vie. On veut découvrir la France, j'ai découvert la France, j'ai voulu vivre comme un Français, j'ai vécu comme un Français, j'ai voulu vraiment m'épanouir, je me suis épanoui, j'ai voulu avoir des biens, j'ai eu des biens, mais arrivé un moment, la vie française, la société en elle-même, c'est comme si on mange trop. Le cabato, après un moment, on est... Donc arrivé un moment, Paris même, Paris que j'aimais tant, j'avais envie de m'éloigner de Paris parce que pour avoir une autre qualité de vie. Ça c'est un. Et puis deuxièmement aussi, je voulais aussi quand même, après c'est beaucoup d'années d'expérience, sachant que ici l'industrie de textile n'est pas développée, j'ai les compétences. Je viens de vous dire que, j'ai oublié de vous dire que dans ce que je fais, l'industrie de la mode, comme je fais ma marque, on n'est pas 50 à Paris qui ont réussi à le faire. Hein. On ne dépasse pas 2 personnes. Il y a moi, il y a Sulibet. Sulibet, c'est un Malien, qui ont osé affronter et faire l'industrie comme je fais. Donc, et puis il y avait Chris Seydou, qui est décédé, qui a commencé, qui est venu, qui était à Abidjan, qui a fait aussi un peu l'esprit prêt à porter. Mais si nous tous on reste en France à un certain âge, qui va transmettre les compétences à la jeunesse? Tout en sachant que ici, je pourrais faire la même chose, mon travail, et avoir une bonne qualité de vie, plus que la qualité de vie que j'ai là-bas. Donc raison pour laquelle j'ai décidé de venir. Pensez que vous allez mieux vivre au Burkina? Je vis mieux ici, je suis à Koudougou, je peux vous dire que je suis trop à l'aise, j'ai la campagne, qu'en France je ne pouvais pas, à Paris je ne peux pas l'avoir. J'allais dans le béton, dans les immeubles, j'ai un jardin, je vis à l'aise, j'ai un rang social et j'apporte beaucoup à la jeunesse. À Paris, non, qui a le temps de t'écouter? Et puis je suis au village tous les après-midi. Vous voyez la qualité de vie que j'ai, je ne peux pas l'avoir là-bas, ça vaut de l'or. Voilà, donc c'est important de revenir. Est-ce que vous n'aviez pas quand même des appréhensions? Parce qu'à Paris, si ça marche, c'est parce que le niveau de vie est élevé. Oui. Un pouvoir d'achat également élevé de façon générale. Oui. Au Burkina, est-ce que vous n'avez pas des appréhensions? Parce que le pouvoir d'achat au Burkina n'est certainement pas le pouvoir d'achat en France. Je ne pense pas que c'est une question de pouvoir d'achat, c'est une question de produits. Parce que quand on regarde aujourd'hui, c'est vrai, moi j'ai fait la France, j'ai appris ça, mais on peut trouver au Burkina Faso des couturiers, des gens comme moi, qui n'ont pas fait la France et qui ont un pouvoir d'achat même plus que moi, qui ont des immeubles. Il y a des tailleurs, il y a des couturiers qui n'ont même pas fait la France et qui sont mieux nantis, qui sont mieux que moi qui ai fait la France. Donc ce n'est pas une question de pouvoir d'achat, c'est une question de trouver un produit qui peut aller avec la société, pouvoir te construire, pouvoir exister, pouvoir faire de l'argent et pouvoir te faire respecter. Vous mettez en place une ligne vestimentaire donc, de retour au Burkina. Oui. Le prêt-à-porter François Ier, 100% bio. Oui. Pourquoi du 100% bio d'abord? Parce que le 100% bio, c'est quelque chose qui n'est pas courant, disons. Pourquoi vous optez de faire du 100% bio? J'ai opté, c'est une question de parcours. J'ai opté pour 100% bio. J'ai commencé d'abord par le coton conventionnel, le coton normal. Vous savez, il y a quelques années, on avait Monsanto qui avait introduit le coton OGM au Burkina Faso. Et quand j'ai commencé mes collections avec ce coton-là, ça ne passait pas. J'arrive partout, ça gratte. C'est épais, c'est lourd, il y a du synthétique, du coton conventionnel. Ce n'était pas le coton. Et le Burkina a rompu le contrat avec Monsanto pour développer le coton conventionnel. Donc, c'est avec le coton OGM, BT.
Donc, ça ne pouvait pas marcher avec l'export, avec ce que je vais faire, avec ce que je vais développer. Parce que moi, mon problème, c'est quoi? Ce n'est pas seulement faire des vêtements. Je veux développer une marque. Je veux développer une ligne vestimentaire qui va construire une marque, un nom, qui va exister dans la pérennité et qui va être un patrimoine national. Il n'y a pas que François Ier. Même après ma mort, je veux que François Ier vive, que François Ier véhicule l'image du Burkina, que François Ier soit une marque comme les autres marques dans le monde. Pour faire ça, il faut trouver l'ADN du produit, il faut trouver un produit de qualité, un produit qui peut aller dans la pérennité. Donc avec le coton BT, ça ne pouvait pas aller parce que c'était mélangé au coton conventionnel. Donc maintenant, j'ai découvert le coton bio, que le Burkina faisait le coton bio. Sans quoi en France, il y a le coton bio. Il y a le coton bio en France. J'aurais pu prendre du coton de fil en France. Mais j'ai opté pour le coton bio tout simplement parce que dans le coton bio, au moins, il y a une traçabilité. Je peux parler de ça, j'ai un discours derrière et ça peut aller dans la pérennité dans mon produit. Et au-delà du coton, vous, là également, vous choisissez, parce que vous avez votre propre industrie, toute la ligne, depuis bien sûr le tissage, la teinture et tout ça. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez au pain traditionnel de base? Pourquoi vous ne partiez pas acheter chez nos vieilles tisseuses? Oui. Là, vous décidez de construire intégralement autre chose. Tout simplement parce qu'on voulait être une marque, en voulant être professionnel, en voulant avoir la qualité, en voulant tout contrôler, je ne pouvais pas, je n'avais pas d'autre choix. Parce que si, au Burkina Faso, si le travail était organisé comme en France, s'il y avait des industries qui faisaient des pailles, s'il y avait des unités qui faisaient la teinture, s'il y avait des unités qui faisaient la commercialisation, je n'allais pas faire ça. J'allais m'adresser directement à ces unités-là et commander mes pailles. Mais ici, les gens sont dispersés de maison à maison et c'est des petites séries qu'elles font. Alors que moi, je vais des produits de qualité, je vais les suivre. Et c'est compliqué. Et j'ai travaillé au bout de 3 ans, 4 ans et c'était une souffrance. Donc j'ai dit, bon, pour avoir la marque, il va falloir que je fasse mon produit à moi. Donc il fallait d'abord déterminer quel type de fil je vais tisser, quelle est la qualité de grammage, de poids de mon tissu que je vais faire, qui va correspondre à mes produits. C'est une recherche. Donc j'étais obligé d'installer tout, d'avoir tout et contrôler de A à Z pour pouvoir avoir la qualité que je suis. Qu'est-ce que vous reprochez justement au pain? Je ne reproche rien au pain. Le pain, actuellement, que les femmes font... Est-ce que c'est trop épais? Est-ce que c'est trop de couleurs? C'est quoi le problème? Il faut qu'on dissocie les choses. Les pains que les femmes font, vous savez même que le tissage est rentré chez nous dans les années 1495. Le monde entier tisse. Et des pains que nous tissons, on a toujours tissé avec du gros fil, même depuis longtemps, parce qu'on aime l'épaisseur, parce que nos mamans, là, quand c'est pas épais, ils trouvent que c'est pas de la qualité. On est d'accord. Ça fait partie de notre culture. Et ces pains qu'ils font là, c'est des pains pour attacher. Ce que les mamans font normalement, c'est pour attacher. Mais après, Thomas Sankara est venu, il a donné la vision de faire des vêtements. On fait des vêtements avec, mais ça va avec notre vêtement traditionnel, ça va avec notre culture, ça va avec les boubous, ça va avec tout ça. Mais quand on veut aller dans la chemiserie, dans la robe, on veut aller dans des produits un peu multiculturels, on veut faire des produits adaptés au monde, il faut avoir d'autres manières maintenant de l'élaborer, de le raffiner. Raison pour laquelle j'ai fait ça sans que j'ai rien contre les autres pains. Si j'avais quelque chose contre les autres pains, actuellement à Koudou, j'ai des coopératives de femmes que j'ai mis en place, que je les encourage, que je les accompagne à faire des pains. Même si elles ne font pas des pains pour moi, elles font pour des couturiers, mais je veux que ce qu'elles font soit de la qualité, je les accompagne pour améliorer le travail. Mais je n'ai rien contre les autres pains. Pour conquérir quel marché? Toutes ces idées-là, est-ce que votre objectif, c'était le marché local ou bien votre objectif, c'est davantage l'extérieur? Mon objectif d'abord, c'est la sous-région. Vous savez, aujourd'hui, on n'a même pas, on a la sous-région à conquérir qu'on n'a même pas, on a un marché énorme. Il y a les Burkinabés, il y a la sous-région et puis il y a l'Europe. L'Europe, vous savez qu'aujourd'hui, on voit l'habillement. Mais quand on dit le pain tissé, ce n'est pas seulement l'habillement. On peut faire l'ameublement, on peut faire la tapisserie, on peut faire des accessoires. Tout ça, ça consomme la matière première. Et même simplement, la simple matière première, si on le fait de qualité, moi aujourd'hui, si j'ai les moyens que j'agrandis les structures que j'ai, rien que le tissu, je peux vendre la matière première, je peux vendre le tissu. Donc, ça veut dire que le marché est là, le marché est énorme, mais c'est une question d'organisation, c'est une question de structuration. Est-ce que le marché international est accessible? Le marché international, il est accessible, mais il demande un travail de fond.
Parce qu'on ne va pas conquérir le marché international comme si on prenait le produit, on va à comment on appelle ça, le marché, à Rotogo. Non, ce n'est pas la même chose. Il faut, le marché international nécessite des gens qui sortent des écoles de commerce, des spécialistes, des gens qui connaissent des techniques commerciales, qui peuvent conquérir des négociations, qui peuvent ouvrir le marché, et puis maintenant, les couturiers travaillent. Mais ce n'est pas le travail même des couturiers de le faire. Est-ce que François Ier aujourd'hui n'est pas une marque d'élite? Quand je dis élite, c'est destiné à habiller des gens d'un certain niveau. Parce que le Burkinabé moyen n'a pas beaucoup de François Ier dans sa garde-robe. Oui, mais ça c'est la culture. Vous savez, notre culture là, on est toujours en train de faire des comparaisons. On est en train de dire ceci, cela, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Mais quand on les regarde, ils achètent tous des motos à 500 000, ils ont tous les mêmes motos. Quand vous regardez au bord de la route, ils ont tous les mêmes motos. Ils ont une moto qu'on appelle Surus. Ils ont tous les mêmes motos, non? Donc, ça ne veut rien dire. Parce que moi, je pense que... Vous pensez que les gens ne veulent pas investir dans la mode? Non, je ne vois pas les choses comme ça. Je vois les choses sur un plan un peu culturel. Parce que quand vous avez un produit, que le produit est de chez vous, que le coton est de chez vous, que le travail est fait de chez vous, que c'est raffiné, qu'on fait un travail pour que l'image du pays soit à l'international, qu'on fasse un travail qu'on ne regarde pas l'argent. Moi, c'est pas depuis que je suis là, je gagne que l'argent. Donc, que l'image du pays soit à l'international, qu'on puisse dire que ce pays fait de la qualité. La qualité a un prix, ça c'est un. Et deuxièmement, quand vous achetez ce produit, vous savez très bien que dans ce produit-là, vous contribuez à la création d'emplois. Vous créez à la balance commerciale qui n'est pas, qu'on ne peut plus importer tellement de friperies, des choses. Donc, il faut que les Burkinabés comprennent ça avant qu'on appelle ça achat intelligible. Il ne faut pas acheter comme ça parce qu'il faut acheter. Il faut acheter, regarder dans mon achat, qu'est-ce que ça contribue, quel est l'impact que ça pose dans la société. En ce moment, on peut acheter du François Ier. Mais si on veut prendre François Ier comparé aux produits chinois, comparé à la chimie qui vient de Turquie, ça ne marche pas. Parce qu'eux, ils viennent vous vendre. Ils ramènent l'argent chez eux. Mais François Ier, quand il vous vend, l'argent reste au Burkina et il y a des gens qui travaillent. Aujourd'hui, j'ai 50 personnes. Et derrière ces 50 personnes, il y a encore des emplois indirects. Il y a le coton, il y a tout ça. Donc ces 50 personnes-là, même s'ils ont, chaque personne, il y a 10 personnes, ça fait combien de familles qui vivent de ce travail-là. Donc l'achat moi je pense que ceux qui achètent François Ier, si j'achète des produits de valeur, ils voient ces valeurs-là avant d'acheter, ce n'est pas le prix. Si c'est le prix, on compare à une chimie qui vient de Turquie, ce n'est pas la peine. Est-ce que toutes les conditions aujourd'hui sont réunies pour qu'une entreprise comme la vôtre puisse prospérer au Burkina? Non, ce n'est pas réuni. Qu'est-ce qui manque? Il manque des professionnels d'encadrement. Il manque un accompagnement financier. Il manque d'accompagnement public. Oui, parce que moi j'investis à fonds propres, des crédits. Mais normalement, dans tous les pays du monde, aux États-Unis, France, on subventionne les entreprises. Surtout quand vous faites des produits qui vont à l'export. Surtout quand vous êtes des produits du MED, c'est-à-dire des produits tiroirs, des produits qui sont du pays. On accompagne, on subventionne. Donc, ici, il n'y a pas ce cas. Ici, on ne subventionne pas les entreprises, on subventionne les associations. C'est le contraire. Et les associations, elles ne jouent pas un rôle d'entreprise, mais c'est eux qui ont des subventions. Donc, les conditions ne sont pas réunies. On a vu la ministre de la Culture la dernière fois à Koudgou chez vous, oui, avec des promesses. On revient là-dessus. Je ne pense pas qu'elle a promis. Elle a dit seulement qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour l'entreprise, mon entreprise, qui mérite quand même qu'on ait un regard dessus, qu'on accompagne l'entreprise. Mais cet accompagnement, on ne m'a pas dit qu'on va me subventionner, on ne va pas me dire que c'est un crédit. Peut-être, ça va venir. Mais moi, mon cri de cœur est que ce n'est pas normal. Parce que à partir du moment, vous regardez dans d'autres pays, vous créez une entreprise, vous créez 7 emplois. 7 actuellement, en Europe, en France. Et puis vous, au bout de 3 années d'exercice, c'est-à-dire des bilans, vous présentez les bilans. On voit que vous avez existé, ça fait 3 ans. On regarde vos bilans, déposés aux impôts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous subventionnent. Ils subventionnent dans la création, dans la recherche et dans ce que pour que vous puissiez exporter votre produit. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas fini. Et il y a le personnel aussi. Vous avez la NPE, vous avez l'agent des grandes écoles. Vous pouvez les embaucher
Et puis vous ne payez même pas. L'État qui paye pour que ces gens fassent de l'expérience, les gens puissent comprendre l'entrepreneuriat, et c'est eux qui le futur cadre. Tout ça, ça manque pour le Ça manque pour le Burkina Faso. Ouais, donc, moi je pense qu'ils sont en train de voir, je pense que ça va bouger. Vous êtes également vice-président de la Confédération nationale coton textile habillement Oui. du Burkina Faso. Aujourd'hui, François Ier, est-ce qu'on peut parler d'âge d'or du coton du Burkina, notamment avec le Faso d'Anfani? Parce qu'il y a eu la période de la Révolution, où le consommant burkinabé, il fallait s'habiller forcément en Faso d'Anfani, parce que c'était même une obligation. Après, il y a eu bien sûr cette période de léthargie. Aujourd'hui, on a l'impression que le Dafani est en train de reprendre des couleurs et que véritablement, c'est l'âge d'or du Dafani. Ou bien, est-ce qu'on se trompe? Moi, je pense que l'âge d'or, c'est trop dire. Oui, c'est un rêve. On peut dire qu'on rêve, que ça va être... c'est-à-dire, on a une vision. La vision de Thomas Sankara est de l'actualité, grâce à notre grand patron. Le président du Faso, justement, qui s'habille voilà, et qui a entraîné, tout le monde suit. Voilà, en Dafani partout, dans les grands sommets. Le danger est que, vous savez, c'est difficile de monter sur la colline. Et quand on est sur la colline, pour rester longtemps aussi, c'est le plus difficile. Donc, si on montre que cela d'or, si on ne met pas, on ne consolide pas, qu'on ne s'organise pas pour consolider ses acquis, pour le développer, à un moment donné, ça va être trop lassant. Et puis il y a d'autres pays aussi qui le font. On n'est pas les seuls qui tissent. Hein. Voilà. Mais est-ce que cela profite aux acteurs aujourd'hui que vous êtes? Parce qu'avant une certaine époque, on le disait, s'habiller en Dafani, c'était réservé aux gens de la campagne, ou à la limite, ce n'était pas valorisant. Mais oui. Aujourd'hui, c'est carrément le contraire. Dans l'esprit des Burkinabés, des jeunes Burkinabés aujourd'hui, c'est valorisant de porter maintenant la cotonnade. Oui, c'est valorisant tout simplement parce que, vous savez, aujourd'hui, et quand on regarde le monde de la mode, n'est plus le monde d'avant. Il y avait beaucoup de tailleurs. Le tailleur, c'est une personne qui est là, c'est un prestataire de service. On vient de donner le tissu. Le plus souvent, le client a déjà le modèle bien fait. Déjà, le tailleur, il fait. Mais aujourd'hui, les jeunes, beaucoup de jeunes ont quand même... Moi, je vois beaucoup de jeunes qui ont bac plus, qui sont dans la mode. Et ces jeunes ont fait des écoles de mode. D'autres ont fait du design. Et ces jeunes-là ont amené la créativité. Et la créativité a valorisé le produit. Et quand on valorise quelque chose, on leur donne une valeur, la chose devient... tout le monde voudra la chose. Au temps de Thomas Sankara, ce n'était pas le cas. Le cas, on imposait la tenue. Sankara arrive, c'est comme ça qu'on appelait même. Donc c'est une autre vision en fait. Aujourd'hui, si on donne plus de moyens aux créateurs, c'est bien structuré, qu'on valorise encore plus, je pense que ça va aller au monde international. Mais en tout cas, déjà vu de l'extérieur aujourd'hui, on a l'impression que les tisseuses, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là aujourd'hui, peinent même souvent à satisfaire la demande. Pourquoi elle peine à satisfaire la demande? Elle peine à satisfaire la demande parce qu'il y a une question d'organisation. Et quand vous regardez la société, la manière dont on travaille, la tisseuse, elle sort le matin, elle est devant sa cour, elle tisse. Et après, il y a le bébé qu'elle veut s'en occuper, elle doit s'occuper du mari. Donc, quelle est la rentabilité? Combien de pailles elle fait dans le mois? Alors que le plus important, quand on parle d'un travail, il faut pouvoir savoir combien, c'est-à-dire quantité par mois, la production. Donc c'est une question, c'est d'organisation, on organise... Mais tout ça aussi, il y a le soutien de l'État. On a vu cette opération de distribution de métiers à tisser dans les différentes régions aux femmes. Oui. Ça, quand même, c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens, mais n'oubliez pas que nous avons une culture, même déjà notre culture, je suis désolé de le dire, on est victime d'un peu de notre culture dans le travail. Vous savez, alors que quand on dit travail, il faut de la rigueur, il faut de la discipline, il faut de l'ordre. Regarde aujourd'hui à Koudougou, moi j'ai ce problème-là, j'ai 40 femmes sur un effectif de 50. C'est un problème parce que les femmes ont les bébés, ont les enfants. Ici, l'homme burkinabé, l'éducation de l'enfant, ce n'est pas sa tâche d'été. Donc c'est la femme qui doit s'occuper de l'enfant. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient au travail avec l'enfant. L'enfant peut être en deux métiers à tisser. Comment elle va être productive avec un enfant qui est là, qui maman. Donc je suis obligé de faire une crèche pour mettre les enfants.
Donc ça veut dire qu'à la maison aussi c'est pareil. La femme tisse, elle a l'enfant, elle doit faire à manger. Comment voulez-vous qu'il y ait une productivité alors que si on organise, comme Thomas Sankara avait voulu faire des coopératives, organiser les gens à ce que ce soit des emplois. Il se lève le matin, il vient faire les 8 heures. On doit avoir la production mensuelle sur le nombre de femmes qu'on a. On aura une rentabilité, on pourra répondre à des marchés, on pourra travailler. Mais si on continue tel qu'on est, on reste dans l'esprit artisanat, on est dans l'esprit de débrouillardise, c'est une question de survie. Je suis désolé, ce serait difficile de vivre décemment de son travail. La labellisation, aujourd'hui le coton burkinabé, le Faso d'Anfani burkinabé est labellisé. Oui. Ça quand même c'est quelque chose de positif également aujourd'hui, ça sécurise davantage. En tout cas, ce savoir-faire. On dirait que vous n'êtes pas d'avis avec moi. Non, je suis d'avis, mais j'aurais aimé qu'on pousse la réflexion. Parce que la labellisation, moi, en 2013, j'ai parlé de la labellisation. En 2014, j'ai animé une conférence avec Coach Coton où j'ai parlé de la labellisation. En ce moment, il y avait le ministre de Commerce qui était M. Traoré. Après, lui, il est parti. Il y a eu M. Aruna Kabore qui est venu comme ministre de Commerce. Après, ça a été repris par lui pour faire la labellisation. Mais je faisais partie des gens, il y avait moi, il y avait Désiré Ouedraogo et tout ça. Après, la réflexion a continué sans nous. Moi, on m'a appelé seulement pour dire, voilà, il y a un cahier de charges, il faut que tu viennes, parce qu'on retrouve ton nom dans les archives et tout ça. Je suis venu, le cahier de charges était déjà prêt, tout était déjà prêt. Mais si on m'avait associé, moi, j'allais pousser la réflexion quand même, on allait peut-être donner, j'allais contribuer pour pousser la réflexion. Bon, c'est fait, on ne va pas refaire le monde. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Il manque beaucoup de choses dans le cahier de charges. Allez-y, soyez plus concret, Monsieur François Premier, vous êtes du domaine. Oui. Nous qui ne sommes pas des, comment on appelle ça, bien imprégnés, oui. disons des enjeux du secteur peut-être. Oui. Quand on dit labellisation, bon, on a crié Oura et puis on s'est dit que voilà, c'est fini, le coton burkinabé est rentré au Panthéon. Mais s'il y a s'il y a quelque chose qui manque, c'est l'occasion de le dire. Non, c'est pas dans le cahier de charges. C'est parce que dans le cahier de charges, on a dit, on a parlé de la matière première. Et qu'est-ce qu'il faut pour concevoir la matière première? Et quand je dis matière première, c'est le pain en elle-même. Alors qu'en réalité, toutes ces femmes-là ne sont pas aussi structurées comme on le pense. Donc comment beaucoup de femmes vont respecter le cahier de charges pour avoir la labellisation? Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a le Made in Burkina. Entre le Made in Burkina et le label CT, il y a ce qu'on appelle l'appellation contrôlée. L'appellation contrôlée, c'est comme dit Made in France. Quand on dit un produit est fabriqué en France, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce produit qui est fabriqué en France doit répondre aux normes de la fabrication française. Ça doit être produit en France. Si ce n'est pas produit en France, vous n'avez pas le droit de mettre fabriqué en France. Moi, je fabrique en France. Je n'ai pas le droit de mettre sur un produit, cette marque-là est made in France. Ça doit être fabriqué en France. Même si ce n'est pas fabriqué en France totalement, mais il faut que 70% du travail soit fait en France. Vous savez, non, il y a beaucoup de choses qui manquaient dans le cahier des charges que j'ai dit. Donc, c'est tout ça qui fait que là, on s'arrête à la matière première, on s'arrête aux couleurs, on s'arrête au pain, la labellisation, oui. Mais il y a un travail de fond. Le Made in Burkina Faso devait normalement l'appellation contrôlée. Quand je dis l'appellation contrôlée, appelé, fabriqué au Burkina, là, il faut que ça soit mentionné. Voilà, moi je fais un produit aujourd'hui, je mets fabriqué au Burkina. Qu'est-ce qui prouve qu'il est fabriqué au Burkina? Je peux aller l'acheter en Chine et puis mettre fabriqué au Burkina. Oui, donc il y a beaucoup de choses qui, moi je pense qu'il y a quand même un travail encore qui est en train de, c'est pas fini. Je pense qu'avec ce ministre, il est en train de faire, peut-être dans les temps à venir, là on va continuer et on va essayer d'élaborer et aller plus loin que ça. Il y a le SICOT également, oui. Le salon du coton et du textile, oui. qui a été lancé et dont l'ambition véritablement c'est de promouvoir le coton burkinabé oui. au Burkina et ailleurs. Oui. Quelle lecture vous avez de cette initiative-là également? La lecture de cette initiative, ce n'est pas seulement promouvoir le coton. C'est vrai qu'on a mis le coton à l'avant. Le coton est primé. Le coton se vend. On n'a pas besoin de faire la promotion du coton. Le monde entier, on achète le coton. Vous demandez à Sofitex, il vend son coton. Mais moi, je pense qu'ils mettent l'accent plutôt sur la transformation du coton. La transformation locale et la transformation dans tout, pas que le vêtement. C'est ça le SICOT. Et réfléchir comment transformer plus localement.
Si on transforme plus localement, on va exporter moins le coton. On va pas exporter beaucoup de coton. Au fait, c'est ça le SICOT. Ce n'est pas la promotion du coton. Le coton se vend, on n'a pas besoin de faire sa promotion. Mais la transformation, c'est d'avoir peut-être des professionnels pousser des réflexions, d'avoir comment avoir des équipements, comment transformer plus notre coton. Moi, je pense que c'est pour vous, c'est une bonne initiative aujourd'hui. Une très bonne initiative du SICOT. Mais le problème est qu'il faut qu'il continue à cette initiative de base. C'est-à-dire que depuis le premier SICOT, que ça continue et que ça ne détourne pas. C'est la vision réelle du SICOT. Parce que nous, en Afrique, on aime commencer, après ça termine par des trucs festifs. C'est ça, c'est ça votre inquiétude? C'est mon inquiétude, c'est ça. Si on est professionnel, on est professionnel. Si on va aller vers la professionnalisation, qu'on va aller vers la professionnalisation. Si on va vers, pour acquérir un savoir-faire, pour développer, qu'on va vers ça. Mais en Afrique, le plus souvent, on favorise plus le folklore, le côté festif que la réalité, le fond des choses. Quelle est la lecture que vous avez aujourd'hui de la jeune génération dans la mode burkinabé? Parce qu'aujourd'hui, on peut parler de Patéo, on peut parler de François Ier. On ne peut pas dire que vous êtes la jeune génération. Aujourd'hui, il y a des plus jeunes qui font partie de la jeune génération. Bon, disons les plus jeunes que vous alors. Est-ce que vous pensez que le terreau est favorable aujourd'hui à l'émergence de nouveaux Patéo et de nouveaux François Ier? Attention, chaque chose, chaque moment a son histoire. On ne peut pas prendre ma génération, comparer et dire que c'est une génération. Moi, je préfère que... Moi, je suis un peu, on appelle, de prendre des exemples, ne pas vouloir ressembler. Parce qu'au temps des anciens, vous savez que l'Union européenne avait mis un bureau à Abidjan dans les années 92. On finançait tous les défilés. On voulait faire la visibilité de la mode. L'Union européenne finançait. Et il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié des ciseaux d'or, qui ont bénéficié des soutiens, des accompagnements, 10 millions l'année, ils se sont développés. Et la jeunesse aussi, ils étaient beaucoup actés sur les défilés de mode. Les défilés de mode, c'était quelque chose c'est-à-dire mystifié. Mais aujourd'hui, on n'est plus à ça. Et quand vous regardez l'autre qui est au Niger, que je ne donne pas son nom, qui avait un budget presque 2 milliards chaque année pour son événement. Al-Fadi? Je ne sais pas comment il s'appelle ce monsieur. Vous avez des problèmes avec lui? Je n'ai pas de problème parce que j'ai une autre vision. Pour moi, j'ai une autre vision des choses. Donc c'est un ami, j'ai vu ses débuts à Paris, nous l'accompagné. Mais moi, ma vision à moi, on doit développer. Moi, c'est pas... Et voilà, donc moi, c'est la mode économique. Moi, c'est l'économie, c'est la culture, je ne suis pas là pour... voilà, donc c'est autre chose. C'est un ami, hein, je n'ai rien contre lui. C'est pour vous dire que si ces jeunes veulent prendre ces exemples-là, ils vont contre un mur. Non, ça c'est du passé. Ça ne peut plus exister. Ou se coller à des personnalités pour t'accompagner, pour devenir quelqu'un. Ça, il faut que les jeunes comprennent que c'est par la créativité, par leur travail, par leur organisation, par leur façon de faire, par la culture qu'ils vont y arriver. C'est ça, la jeunesse. Je pense que beaucoup de jeunes ont compris. Parce que moi, chaque mois, ça défile chez moi, hein, les jeunes viennent. Ils ont compris que par ça, quand vous prenez des jeunes aujourd'hui, regarde par exemple, je ne citerai pas des noms parce qu'ils sont pas aussi, ils sont quand même bien. Vous prenez un jeune comme Black, vous prenez un jeune comme Free. C'est des jeunes qui ont trouvé leur ligne. Ils font des choses, ils ont trouvé leur concept. Il faut avoir des concepts. Ils font leurs choses, ils avancent. Vous voyez? Donc, il y a plein de jeunes comme ça. Vous prenez Prince du City, pareil, il est dans le prêt-à-porter. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont dans des trucs définis, qui travaillent. Donc, et ça marche? Ça marche. Patéo fête ses 50 ans. Oui. 50 ans de carrière. Oui. En Côte d'Ivoire et au Burkina également. Oui. Quel est le regard que vous avez sur cet homme? Le regard que j'ai sur lui, c'est un monsieur que je connais très bien. Je pense que depuis l'apprentissage à Abidjan, on se connaît. Après, il a eu le ciseau d'or en 87, il est venu à Paris, on est ensemble. Son premier défilé à Paris avec Chris Seydou Al-Fadi en 89, il était chez moi. Et quand il vient à Paris, il est chez moi. Et j'étais avant le Bamban à Abidjan. J'étais tous les 3 mois à Paris, à Abidjan. Quand je vais à Abidjan, je suis chez lui. Lui aussi, quand il va à Paris, il est chez moi. Lui, c'est un ami qui est devenu comme plus qu'un frère. Mais ce que j'ai de lui, sa force, c'est sa personnalité. Voilà. Il a une personnalité qui
qui l'a conduit à cette réussite. Le plus souvent, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas parce qu'on est mieux que l'autre. Non. On peut avoir, vous pouvez faire le même travail. Actuellement, en France, il y a la nouvelle méthode. Pour embaucher un responsable, on prend deux choses. Le savoir et le savoir-être. Si vous n'avez pas le savoir-être, on ne vous embauche pas comme responsable. Même si vous avez les diplômes, vous avez tous les savoirs. Donc Patéo, il a la personnalité, il a la sagesse, il incarne une personne qui est ça qui l'a amené à poursuivre. Voilà. Actualité, c'est la deuxième partie de l'émission, on va l'évoquer rapidement. Oui. Avec l'insécurité déjà. Voilà, au Burkina Faso, vous êtes un citoyen, même si vous n'êtes pas un spécialiste de la question. Comment vous le vivez aujourd'hui? Est-ce que c'est une situation qui vous inquiète? Parce que c'est une situation qui m'inquiète parce que je l'ai vécu en Europe dans les années 89 quand ils ont bombardé l'Irak. Après l'Irak, il y a eu Ben Laden. Ben Laden, dans son message, il a dit que vous allez me bombarder, mais il n'y aura plus de sécurité dans le monde. Il a dit. Donc la sécurité aujourd'hui est mondiale. Ce n'est pas le Burkina. Donc aujourd'hui, même aujourd'hui, j'ai envie d'aller en France. Je suis dégoûté, je n'ai même pas envie de partir. Ça fait 2 ans, j'ai du mal à bouger. Pourquoi? Parce que pour voyager, ce n'est plus comme avant. Il n'y a plus le plaisir de voyager. J'arrive à l'aéroport, fouille, passeport, on regarde, encore deuxième fouille. J'arrive à Paris, la queue, une heure de queue, on va te fouiller. Tu vois, ça veut dire qu'on arrive à un moment où on ne sait plus à quand ça va terminer cette histoire. Donc ce n'est pas une affaire seulement burkinabé, c'est une affaire mondiale. Est-ce que vous avez espoir que ça va finir un jour? J'ai espoir que ça va finir, j'ai espoir que ça va finir tout simplement parce que ça finirait si l'homme change. Voilà, parce que on vit dans une société, pourquoi ça arrivé tout ça? Parce qu'il y a une société où l'injustice est grandissante. Et c'est l'injustice qui appelle tout ça. Vous savez que si le monde était juste, on essayait d'être un peu juste, on n'allait pas avoir ce genre de problème. Dans le cas du Burkina, pour vous, quelle pourrait être la solution? Est-ce que c'est la solution militaire? Est-ce que c'est autre chose? En tout cas, quelle est la lecture que vous en avez? Je ne suis pas politicien, hein, je suis l'actualité. La solution que j'ai est que c'est une responsabilité de tous les Burkinabés. Donc ce n'est pas une solution militaire. Je pense que c'était une solution militaire. Depuis longtemps, on aurait fini avec ça. Quand même, les militaires savent faire leur travail, ils ont des armes, ils sont formés pour ça. Et puis, ils sont patriotiques. Parce qu'aller sur le champ, hein, aller avec un fusil, tout en sachant qu'on peut mourir, il faut être courageux. Mais moi, je pense que c'est un problème interne burkinabé. C'est au Burkinabé de se parler, c'est au Burkinabé d'accepter, d'être plus patriotique et de comprendre que si le Burkina brûle, c'est nous tous qui brûlons et que le Burkina nous appartient tous, n'appartient pas à une personne. Mais pour le moment, on ne parle pas de la même voix. Quand vous regardez les politiques qui se déchirent sur cette question. Vous savez, si je vous dis que j'ai côtoyé la politique, vous n'allez pas me croire. Moi, j'ai côtoyé la politique côté socialiste avec les Chevènements, Jacques Delors et tout ça. Après ça, j'étais dans le groupe de Chirac. Après Chirac, j'ai ma carte de parti. Hein. Après Chirac et tout ça. Mais moi, un politicien, pour moi, excusez-moi du mot, c'est pas quelqu'un de fiable. Voilà. Il y a des politiciens qui ont le cœur. Attention, il y a l'homme et il y a l'homme politique. On peut être bien, mais on peut ne pas pouvoir faire ce qu'on veut dans la politique. Donc vous ne leur faites pas confiance? Non. Un politicien, pour moi, c'est quelqu'un... Il parle... Je ne sais pas. La lutte contre Covid-19 aujourd'hui, Oui. Covid-19 qui a bouleversé le monde. Oui. Aujourd'hui, on parle de crainte de 3e vague pour le continent africain avec le variant Delta qui est en train de se propager. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? On sait qu'il y a déjà beaucoup de conséquences pour tout le monde, y compris pour vous, créateurs de mode. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui vous inquiètent davantage quand vous entendez cela? La question que je me pose, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas de business? Est-ce qu'il n'y a pas de business au niveau des laboratoires? Est-ce qu'il n'y a pas de business Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de guerres. Il y a la guerre on vient de parler, il y a la guerre économique. Vous pouvez comprendre que nous, on a développé le cache-nez. Un exemple. Et le cache-nez, c'est quelque chose qui est coton, 100%. On sait d'où ça vient.
Et le cache-nez est quelque chose qu'on peut laver, on peut réutiliser. Et que la France, toute l'Europe, ils ont fait sortir les couturiers, tout le monde fait les cache-nez. J'ai des amis qui faisaient les cache-nez tous les jours. Moi aussi, je fais les cache-nez ici, et tout le temps, même on a fait pour le MENA, le gouvernement a fait pour le MENA. Et pendant ce temps, les industries françaises demandaient à faire le cache-nez parce qu'ils se sont équipés pour faire le cache-nez parce que la Chine n'arrivait pas à fournir. La France a subventionné l'industrie des textiles en France pour qu'ils puissent faire des cache-nez. Et ils sont équipés, ils ont des crédits à payer. Et du coup, on nous dit que non, les cache-nez coton n'est plus valable, n'est plus homologué, que c'est l'autre cache-nez qui est homologué. Pourquoi? C'est une guerre économique. Pourquoi? Parce que quelque chose que vous avez utilisé pendant 6 mois, presque 1 an, maintenant, même pour prendre l'avion, on dit non, il ne faut plus mettre le cache-nez coton, il faut mettre le cache-nez. Regardez toutes nos autorités, regardez tout le monde maintenant, c'est l'autre cache-nez qu'ils mettent. Pourquoi? Parce qu'on les impose. Et pendant ce temps, les États achètent et distribuent aux gens pour faire travailler leur entreprise. Donc, c'est les guerres économiques. Moi, je pense que, je ne sais pas, mais je pense que derrière tout ça, il peut se trouver une affaire d'argent. Vous avez des doutes? J'ai des doutes. François Ier, ça va être le mot de la fin. Merci encore d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Oui. Madame, monsieur l'invité ce soir est bien monsieur François Yameogo, plus connu sous le nom de François Ier. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.